Vous êtes nombreux à vous demander comment il se fait que le monde aujourd'hui semble se diviser. Avez-vous l'impression de ne plus reconnaître vos amis, vos proches, vos collègues de travail, finalement, le monde qui vous entoure? Dans cette nouvelle émission, vous allez embarquer dans l'univers de l'ingénierie sociale, ou comment on fabrique votre consentement. J'ai demandé à Philippe Bobola, physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste, de nous embarquer dans un voyage en plusieurs épisodes. Le but du voyage ? Comprendre d'où viennent nos comportements d'aujourd'hui. Votre mode d'emploi, le connaissez-vous ? Le train est prêt à partir et vous emmènera à travers 10 étapes fondamentales à comprendre sur une personne que vous ne connaissez peut-être pas si bien que ça. Vous. Alors les amis, comment vous a-t-on distrait ? Et si finalement, le monde était sous hypnose ? Bienvenue dans l'ingénierie sociale. Quatrième point. La stratégie du différé. On verra après. On s'occupe de la pandémie, on verra plus tard pour l'économie. Et là, je vous vois sourire. Oui, vous avez raison, le plus tard n'arrivera jamais. Pourquoi ? Parce que vous serez tous bien endormis sous la couverture devant le prochain divertissement abrutissant. Et d'ici là, ils savent que vous aurez oublié. Une fois de plus. Bonjour les amis, bienvenue dans ce 4e épisode, comprendre son cerveau, ses faiblesses avant que quelqu'un ne le fasse pour vous, avec Philippe Bobola. Bienvenue Philippe. Bonjour Emma, j'en profite pour présenter mes bons voeux à tous Oui. nos auditeurs, une excellente année 2021, 1000 bonnes choses, lumière, libération, harmonie et vérité. Bon, on va tout faire pour y arriver, Philippe. En tout cas, comme je vous disais avant d'enregistrer, si on est déjà avec les mouchoirs en train de se laisser abattre en janvier, puisque nous sommes en janvier 2021 pour les personnes qui verront cette vidéo plus tard, eh bien, on ne va pas y arriver. En tout cas, nous sommes heureux de continuer cette émission. C'est le 4e épisode. Les amis, vous avez pu découvrir Philippe Bobola qui a ses plusieurs angles d'attaque avec vos spécialité, vous êtes quand même psychanalyste, donc vous avez toujours des personnes en consultation, vous avez aussi une casquette d'anthropologue, de physicien, de biologiste, vous avez enseigné aux universités de Paris. Tout votre parcours est disponible sur le site internet emmacrisi.com avec aussi le lien, l'unité du savoir. Enfin bref, ça fait des années que vous faites des conférences, vous êtes un puits d'informations et je suis vraiment heureuse de continuer le chemin sur comment on manipule les foules et aussi d'aller sur l'individu parce que on a parlé de plusieurs personnes, dont Edouard Bernays dans les capsules précédentes. On a parlé de la distraction dans le chapitre 1. Le chapitre 2, c'était la stratégie du choc ou comment on crée un problème pour mieux le résoudre. Dans le chapitre 3, vous pouvez retrouver tout le thème de la dégradation progressive. Vous, Philippe, vous appelez ça le fascisme en dilution 5CH. On aime beaucoup. Et puis aujourd'hui, on va parler de la stratégie du différé, les amis, qui aura aussi cette touche individuelle parce que la manipulation des foules, elle peut opérer quand chaque individu n'a aucune idée de son fonctionnement. Quand on commence à mettre la lumière sur son cerveau, son fonctionnement, ses faiblesses aussi, ça nous rend aussi souverains, Philippe. C'est ce que vous nous disiez à chaque fois. Pour commencer à agir. Le cerveau est fait pour agir avant de penser, ce que vous nous disiez dans la capsule précédente. Eh bien, il faut se libérer de toute une série, finalement, de codes qu'on retrouve dans les médias qui, finalement, à force d'être hypnotisés dans ces codes-là, on ne sait plus où on met les pieds. Alors, vous nous parlerez aujourd'hui de cette fameuse stratégie du différé. Donc, en résumé, on s'occupe maintenant de la pandémie. On verra pour l'économie plus tard. Alors, cette vidéo est faite aussi pour vous, les restaurateurs, les commerçants, toutes les personnes qui se sentent concernées. Je pense que sont l'écrasante majorité des personnes qui vont écouter cette vidéo. La crise économique. Philippe, par où on commence dans cette stratégie du différé ?
Alors, la stratégie du différé, elle a été mise en place depuis des années, parce que si on sera, pour les auditeurs les plus âgés, les plus mûrs, on va dire, il y a eu l'augmentation des barils de pétrole au début des années 70, et Giscard d'Estaing nous disait encore un effort, on est dans le tunnel, on se rapproche de la sortie du tunnel, et en permanence, on nous fait miroiter qu'en faisant des efforts, on pourra en sortir. Et on a tous on a tous subi ça quand on était enfant. On veut quelque chose, nos parents nous disent bah si t'es sage, tu l'auras plus tard, etc. Et donc la stratégie du différé est une stratégie que beaucoup de gouvernements utilisent. Par exemple, on va pas dire on va réformer les retraites tout de suite. On va dire ça sera plus tard, dans 2 ans, dans 3 ans. Comme ça, les gens acceptent plus facilement des choses qui sont pour eux éloignées. Alors, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement profond, si on l'appelle ainsi, ou les gouvernements en général, anticipent pour nous. Alexis de Tocqueville, le politologue français et spécialiste des États-Unis, disait « Gouverner, c'est anticiper ». Donc, de plus en plus, le monde va très vite. On vit dans l'instantanéisme, la durée est de plus en plus courte. Le passé s'efface, le futur s'estompe, les 3 temporalités sont de plus en plus exhalaisons. Et effectivement, on s'aperçoit que si on est qu'au présent, on navigue à vue. Et donc, le gouvernement a mis au point toute une stratégie pour nous couper à la fois du passé. Il y a de moins en moins, on fait référence au passé, parce que le passé non connu, bah, ça permet d'accepter plus facilement le présent. C'est le cas des jeunes générations. Je me souviens, moi, quand j'ai fini mes études, le chômage commençait à faire son apparition. Mais les générations qui m'ont suivi, c'est la normalité. Ils n'ont pas jamais connu le plein emploi. Moi, dans ma famille, on me racontait qu'on quittait un travail le vendredi, la semaine suivante, on en avait un. On avait que l'embarras du choix. C'était pas un problème. Et progressivement, on a créé une chrysologie. D'ailleurs, si on réfléchit, une augmentation des barils de pétrole pendant 3 mois qui amène l'économie à être dérégulée pendant 50 ans, ça ne tient pas la route. Donc on a créé une chrysologie et à force de répéter les choses, bah, on finit par les faire rentrer dans la tête des gens. La manifestation linguistique fait partie des fonctions de réflexe conditionné du cerveau humain. C'est-à-dire à force de répéter, bah, ça s'ancre dans le cerveau. Ça crée des synapses, on appelle ça des cogwebs, et à partir de là, ben, les gens sont en arc-réflexe, comme les réflexes conditionnés à la Pavlov. On leur parle économie, tout de suite ils réfléchissent, ils réagissent en termes de crise. Alors je pense qu'il y a un grand mythe que le gouvernement veut utiliser, c'est de dire que si on fait ce qu'il nous dit de faire, c'est-à-dire d'être vacciné, de continuer à porter les masques, etc., on reviendra comme avant, mais on ne reviendra jamais comme avant. Puisque finalement, en découpant le problème, eh bien, on aggrave le problème. C'est sûr que la pandémie crée simultanément une crise économique. Donc dire, on s'occupe d'abord de la pandémie et après, on verra la crise économique est proportionnelle à la durée du confinement et des fermetures des boutiques. Alors, ce qui est envisagé, je pense, c'est de mettre une sorte de guerre entre les commerçants qui voudraient réouvrir leur commerce, mais la condition, ça sera que les clients soient vaccinés et qu'eux-mêmes soient vaccinés. On leur fait miroiter qu'en faisant une telle action, eh bien, on reviendra à la normale, mais on ne reviendra jamais à la normale. C'est clair. Donc, il va y avoir une espèce de tension pour certains commerçants qui vont se dire, et comme disait Dostoïevski, l'embêtant dans ce monde, c'est que tout le monde a ses raisons. Donc, un commerçant qui veut maintenir son activité, sa petite entreprise, bah, on peut le comprendre. Mais il y aura une contrainte. Ouverture du magasin si lui est vacciné et si les clients sont vaccinés, ou pas d'ouverture de magasin. Donc, on va avoir une espèce de tension sociale. Et à nouveau, on est dans l'effet de Freud, vous vous rappelez, c'est-à-dire on fait une action extérieure au groupe visant à jeter le trouble sur ses cultures, ses traditions, dans le but de disloquer ce groupe et d'amener la disparition d'une certaine résistance à plus ou moins brève échéance et instaurer ainsi une nouvelle norme. Alors c'est là que, Philippe, on se rend compte à quel point tous les points précédents amènent à ça, puisque
pour disloquer le groupe, il faut que le groupe n'ait pas conscience de ces phénomènes de manipulation. Bien sûr. Donc, c'est vrai qu'on sait souvent, ça fait quand même un moment que ça dure, hein, ça va bientôt faire 1 année puisque ça a commencé au mois de mars 2020, donc le premier confinement. Et à ce moment-là, donc c'est vrai que moi je fais toujours des pauses sur image parce que comme vous le disiez très justement, tout va de plus en plus vite, on navigue à vue et c'est ce qui permet d'ailleurs de prendre autant de mesures petit à petit parce que si au mois de mars 2020, on avait dit aux gens, eh bien, en janvier 2021, en tout cas les restaurateurs, vous seriez fermés encore et ça ferait X mois que vous seriez fermés. Comment les gens auraient réagi à ce moment-là? Eh ben, ils n'auraient pas réagi comme ils ont réagi, et ça nous amène un petit peu à introduire ce qu'on appelle en psychologie sociale la théorie de l'engagement. Alors, la théorie de l'engagement, on peut la définir très simplement en la définissant ainsi, c'est la relation entre un individu et ses actes. Et donc, dans la théorie de l'engagement, on considère que seuls les actes ont de l'impact pour un individu, plus que ses opinions ou ses façons de penser sur tel ou tel sujet. Quand on met en acte, on s'engage. Voilà. Ensuite, certains actes s'avèrent plus ou moins forts. On a des actes faibles, moyens et très forts. Ensuite, quand on décline son identité, ce qui a été le cas au début, puisque pour aller dans un café ou dans un restaurant, il fallait décliner son identité, on a une visibilité sociale, on est beaucoup plus engagé. On s'aperçoit que quand le délai entre une décision et son côté entériné est court, plus on aura un acte fort. C'est pour ça qu'on a souvent des clauses 7 à 10 jours. Évidemment, l'enjeu ou le coût d'un engagement, évidemment, va moduler son degré. Voilà quelques éléments. Alors, quand on est engagé, on s'aperçoit qu'il y a différentes stratégies, quoi. On dit que le premier acte est souvent le plus important. Par exemple, un voisin vous demande à pouvoir emprunter votre échelle. Vous dites oui. Mais une fois que vous avez dit oui, vous êtes dans l'engagement. C'est-à-dire, si vous demande une deuxième fois, vous aurez du mal à dire non, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Et on s'aperçoit aussi que si, par exemple, quelqu'un demande à un ami, est-ce que tu peux me prêter ta voiture pendant une semaine, l'ami sera un peu embêté, dira non. Mais si la personne qui fait la demande dit « mais tu peux me la prêter un jour », elle sera plus encline à dire oui. Parce que chacun aura fait un petit bout de chemin. C'est-à-dire que celui qui demandait la voiture pendant une semaine aura compris que l'autre ne pouvait pas. Et celui qui a décliné l'offre de son copain de lui donner sa voiture, prêter sa voiture pendant une semaine, il a l'impression aussi qu'il a fait un petit bout de chemin. Donc chacun, en quelque sorte, est dans la position win-win. Alors moi, je me suis posé la question si le fait de ne pas avoir des masques, c'était pas une situation comparable. C'est-à-dire, il faut que la première demande soit plus importante que la deuxième. Parce que la deuxième, elle est acceptable si elle est bien inférieure à la première. Donc, on a eu d'abord un confinement, on n'avait pas de masque obligatoire, d'ailleurs, il n'y en avait pas. Et puis après, on était plus à même d'accepter le port du masque. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on avait eu au départ, et c'est pour ça qu'on a décliné un petit peu, on a différé, on est encore dans le temps, l'arrivée des masques du confinement, quoi. Il a fallu que ça se fasse en 2 temps. C'est vrai que maintenant, on a l'impression que, on va dire dans l'opinion publique, c'est pas si grave que ça de porter un masque pour aller faire ses courses et cetera, puisque maintenant tout se focalise sur le vaccin et ça dépend de à quel moment on va sonder, on va dire, les gens. J'aimerais juste vous poser une question par rapport à l'aspect économique puisque, en tout cas, la plupart des dirigeants ont promis des aides. Est-ce que c'est la clé, selon vous, pour avoir un peuple docile? C'est-à-dire, si on avait dit aux commerces et aux restaurateurs, en l'occurrence: «Vous êtes fermés, mais on ne vous aide pas», est-ce qu'il y aurait plus de mobilisation, selon vous, ou pas? Ah oui, si effectivement il n'y avait pas eu cette, comment on pourrait dire, cette aide, voire cet assistanat, puisque ça va devenir un assistanat, je pense que les gens auraient beaucoup plus à perdre. Et donc, plus à perdre, ça veut dire qu'il serait dit, finalement, puisque
je suis pas aidé par le gouvernement, et ben, j'ouvre mon magasin. Le fait d'être aidé, ça ramène l'individu dans la norme. Serge Tchakolkin disait, dans le viol des foules par la propagande politique, bah, il y a une sorte de pulsion très forte, c'est la pulsion de sécurité et de normes. Donc le fait d'être, on va dire, assuré d'une petite somme par l'État calme l'individu que s'il n'avait rien. Et ça, est-ce que c'est un piège qui va se refermer selon vous? Parce que vous nous parliez dans la première capsule du sentiment océanique Oui. avec le gouvernement nous veut du bien. Comment on peut démêler les nœuds dans tout ça? Parce que c'est assez pervers comme situation Bah, finalement. c'est extrêmement pervers. Je crois qu'il faut avoir compris la stratégie de l'État fluide, c'est-à-dire que le but, c'est de diviser les personnes d'un même groupe. Alors, à partir du moment où on va avoir les premiers vaccinés, l'enjeu du gouvernement, c'est d'avoir un nombre conséquent. Parce que s'il y a 40% de gens vaccinés, je prends un chiffre au hasard, bah, ce chiffre pourra prétendre être la nouvelle norme. Que s'il y a 5% de vaccinés et 95% de non-vaccinés, les non-vaccinés restent la norme sur les vaccinés. À partir du moment où on aura des vaccinés et des non-vaccinés, bah, il faut bien que les vaccinés aient des privilèges que n'aient pas les non-vaccinés. Donc, on va les embêter dans leur vie professionnelle. C'est le cas des commerçants, peut-être. On aura des difficultés de se déplacer et ils espèrent ainsi rendre la vie des vaccinés de plus en plus difficile pour que une majorité jette l'éponge et accepte de se faire vacciner. Il y aura toujours des réfractaires, mais s'il y a 5 ou 10% de réfractaires sur 90% d'une population, c'est gagné pour eux. Donc il faut bien avoir compris que c'est un piège parce que peut-être qu'on aura un troisième confinement ou pas, j'espère pas, voire un quatrième, mais en tous les cas, ça plane au-dessus de nous. Et vous voyez bien que les confinements sont nécessaires pour écrouler l'économie. À partir du moment où l'économie est écroulée, bah, les gens n'ont d'autres ressources que celles que l'État leur donnera, le revenu universel. Évidemment, à ce moment-là, on fait un pas énorme puisque on l'oublie, nos impôts font que nos gouvernements sont nos employés. À partir du moment où le gouvernement vous donne un revenu, vous êtes l'employé du gouvernement et donc il aura des exigences et des contraintes. Et parmi les contraintes, on peut très bien envisager que si vous êtes vacciné, vous aurez une aide. Si vous n'êtes pas vacciné, vous n'aurez pas d'aide. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que les commerçants se rendent compte que c'est un piège. Malgré tous les efforts qu'ils feront, on ira vers l'écroulement économique. Sauf que la contrainte d'avoir des commerces ouverts si les gens sont vaccinés et s'ils sont dans les normes, bah, ça va créer une tension. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Ça va être de pire en pire avec ce système puisqu'il est le même au départ et il ne fait que Ah s'amplifier en bon? fait, c'est ce que vous nous dites. Bah, ça servira à rien parce que imaginons que ça soit tablé, gouverné, s'anticiper qu'il faut 4 ou 5 confinements pour écrouler majoritairement une économie sur le sol français ou le sol belge. Bah, à partir du moment où l'économie sera écroulée, bah, ils vont vous proposer un revenu universel et vous n'aurez pas d'autre moyen que de l'accepter puisqu'il y aura très peu de travail. Et donc à ce moment-là, vous êtes complètement pieds et mains liés au diktat du gouvernement. Et donc, évidemment, comme toute aide allouée, bah, il faudra obéir à certains critères. Et parmi ces critères, on peut très bien envisager que la vaccination soit un critère nécessaire pour avoir le revenu universel. Alors moi, je trouve que c'est pas la solution. Je pense que prolonger le confinement ou amener les commerçants à réouvrir avec les conditions du gouvernement, c'est tomber dans un piège puisque jamais l'économie ne reviendra comme avant. Et on est dans une société judéo-chrétienne, on espère que, même si c'était pas idyllique, on va revenir à la situation avant la crise, avant la pandémie, et je pense qu'on n'y reviendra jamais. D'ailleurs, l'OMS et au Canada, Horacio Arruda a avoué que la pandémie avait pour but de proposer le Grand Reset. Et le Grand Reset intègre le revenu universel. Et à partir de là, on rentre dans un régime de type socialiste où l'État va être paternaliste et avoir les bons citoyens et les mauvais citoyens. Dites-moi, Philippe, j'ai une question. Comment se fait-il que la plupart des personnes, justement, qui sont entrepreneurs, peu importe le corps de métier, restent quand même fermées, malgré le fait qu'ils ragent dans leur coin, ils se plaignent?
En attendant, comment ça se fait qu'ils attendent l'autorisation du gouvernement pour reprendre leur activité, alors qu'ils sont quand même conscients, quand on les écoute, hein, moi je lis beaucoup les commentaires sur les réseaux sociaux, que le problème vient des mêmes personnes. Comment se fait-il que l'être humain peut attendre que celui qui crée le problème amène la solution? Je suis d'accord avec vous. Ça s'appelle une dissonance cognitive, puisque à la fois la personne sait, première logique, que le gouvernement est à l'origine de ses problèmes, et deuxième logique, il attend que ce même gouvernement lui attribue des aides et lui permette de retrouver la situation qu'il avait avant. Or, comme disait Einstein, l'état d'esprit dans lequel on a créé un problème ne peut pas, avec le même état d'esprit, résoudre ce même problème. Il faut changer d'état d'esprit. Ce que les gens n'ont pas compris, alors ça nous amène à la systémie. La systémie, c'est la science des systèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un système? C'est un ensemble d'éléments qui vont interagir entre eux, qui vont établir des interactions de type dynamique et dont la finalité est de garder l'identité de ce système. Alors, le système, évidemment, il peut avoir au cours de son existence plein de perturbations. Alors, c'est ce qui se passe dans un couple. Quand, à un moment donné, ça va plus, ben, on essaye de bricoler. Et ça permet au couple de repartir. Et puis, à un moment donné, on s'aperçoit, c'est monsieur, souvent c'est madame, qui dit non, on ne peut plus bricoler, il faut un changement radical. Alors, le premier changement où on bricole pour maintenir l'équilibre du système, ça s'appelle un système de type 1. Et le deuxième changement, qui est beaucoup plus drastique, qui consiste à remettre complètement en cause le système et à proposer un autre système, c'est un système de type 2. Et ce que les gens redoutent, c'est un système de type 2, parce qu'ils ont l'impression que c'est l'inconnu. Alors, à la fois, l'État est paternaliste, et à la fois, il est à l'origine de nos problèmes. On a un peu cette relation avec nos parents. Vous voyez, à la fois, on est dépendant d'eux quand on est jeune, et puis d'un autre côté, on sait très bien que souvent, on voit comme ça quand on est plus petit ou adolescent, ils sont à l'origine de beaucoup de nos problèmes, quoi. Et donc, on est dans l'ambivalence. Et c'est ça peut-être l'être humain, c'est la dissonance cognitive, c'est deux logiques dans son champ cognitif qui fait que il parie sur le fait que le gouvernement va permettre à chacun de revenir comme avant. Or, les gens n'ont pas compris parce qu'on a découplé la pandémie de la crise économique. Alors, comme on ne parle pas de la crise économique, les gens l'ont mis de côté, ils sont dans la peur du virus et de la maladie, et l'économie devient secondaire. Or, l'économie va devenir principale, puisqu'à un moment donné, la pandémie sera presque secondaire à la crise économique. Et beaucoup de gens sont dans l'angoisse. Oui, il y a aussi beaucoup de gens qui ont passé cette peur du virus parce qu'ils ont quand même aussi, à un moment donné, pu reconnecter avec la raison et voir les chiffres. Mais ils ont peur, effectivement. Finalement, est-ce qu'ils savent de quoi ils ont peur? Moi, je me suis posé cette question parce que si on réfléchit vraiment de façon très calme, d'avoir peur du gouvernement, ça ne veut rien dire. Il faut que ce soit précis, une peur, parce que là, on est plus dans l'angoisse, en fait. Les gens sont dans l'angoisse, mais la vraie peur, quoi? On ouvre un restaurant, on se fait dénoncer par un client, par exemple, et on a une fermeture administrative, mais au final, ça revient au même qu'au départ. C'est-à-dire que de toute façon, on est fermé, donc autant essayer d'ouvrir. Vous nous disiez qu'ils essayent de nous couper de notre futur. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui nous écoutent? Si on n'anticipe pas, vous voyez, là on est en train de réfléchir sans préalable idéologique. On se dit, bon, il y a une pandémie, la pandémie entraîne des mesures discutables, notamment le confinement, et le confinement va créer une crise économique. Et la crise économique aura une ampleur proportionnelle à la durée du ou des confinements. Ça veut dire qu'on commence à comprendre que le problème numéro 1 qui va succéder à la crise, c'est la crise économique. Donc, c'est anticipé. Et donc, il y a tout un travail qui a été fait par le gouvernement profond qui a glorifié l'instant présent. Alors, en matière spirituelle, je suis tout à fait d'accord, il faut être dans l'instant présent, mais si on n'est que dans l'instant présent, vous voyez, on n'a pas cette capacité de prévoir l'avenir. Or, le gouvernement profond ne fait qu'anticiper ce qu'il nous réserve. Donc, c'est ça que j'appelle se couper d'une anticipation, se couper d'une certaine façon d'un avenir qui est annoncé, si on ne redresse pas la barre, et c'est croire un petit peu au Père Noël, c'est-à-dire croire qu'on va revenir comme avant.
Et donc, les gens préfèrent revenir comme avant, même si ce n'était pas idyllique, parce que l'avenir, c'est incertain, c'est aléatoire, c'est anxiogène. Alors, vous voyez, on est plus dans l'anxiété, on a un ennemi invisible, c'est anxiogène. L'anxiété, on n'a pas une peur impointée. Et puis, c'est cette espèce de crise économique qui n'est pas vraiment déclarée tout en étant déclarée, que le gouvernement aborde sans vraiment l'aborder. On sent que c'est une épée de Damoclès autour de nous, et ce climat anxiogène fait que les individus sont dérégulés au niveau endocrinien. Je ramène les auditeurs à la deuxième émission que nous avons faite sur Henri Laborie, hein, c'est-à-dire qu'on va stimuler deux glandes dans notre cerveau, l'hypothalamus, l'hypophyse, et agir sur les glandes surrénales au niveau des deux reins et libérer du cortisol qui abaisse la défense immunitaire. Et évidemment, face à ça, souvent les gens, pour sortir de cet axe qu'on appelle hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien, ils vont déclencher des peurs imaginaires. Par exemple, on peut déclencher des phobies. Parce que avoir une peur dans sa vie, c'est plus rassurant que d'avoir en permanence un état anxiogène. Je prends l'exemple de mon grand-père, il était très anxieux et pendant la guerre, il a été un grand résistant et il était mieux, bien que résistant avec la peur au ventre, parce qu'il avait une peur à pointer. Quand la guerre est revenue, il a retrouvé son anxiété, il était plus mal en période de paix qu'en période de guerre. Donc, je trouve que beaucoup de gens déclenchent par réaction des peurs. Alors, la peur peut être complètement irrationnelle, hein. On peut avoir des phobies des araignées, on peut avoir les phobies de peur irrationnelle comme est-ce que je vais m'en sortir, etc., qui sont plus ou moins justifiées. Et donc, la phobie, ça permet de diviser le monde en deux. Il y a l'objet de sa peur et puis il y a tout le reste du monde. Et c'est plus confortable que d'avoir cette espèce d'anxiété où on n'a rien à pointer, mais on a cette espèce de mal-être existentiel. Et ce que je vois, moi, dans mes consultations, c'est beaucoup de gens qui ont vu leur anxiété terriblement monter. Alors, il y a aussi une chose que vous parliez de dissonance cognitive tout à l'heure. Moi, j'aimerais vous demander dans quoi vous inscrivez le dernier événement en date, en tout cas en France. On parle de la Légion d'honneur qui a été attribuée à Karine Lacombe. Oui. Alors, bon, ça a été le festival, hein. Comment ça se fait qu'on en arrive là? En fait, dans la tête d'un gouvernement, quand on donne une Légion d'honneur à des personnes comme ça qui sont aussi controversées, qu'est-ce qu'on se dit selon vous? C'est la théorie de l'engagement, ou un principe de cohérence, c'est-à-dire que plutôt que d'avouer qu'on s'est fourvoyé, on préfère continuer et avancer dans la même direction. Donc on va récompenser des personnes qui ont été dans notre sens. Et je me demande si le but, et c'est là où effectivement nos auditeurs doivent vraiment faire attention, si le but, c'est pas de nous mettre en colère pour que l'armée intervienne. C'est-à-dire c'est une espèce de provocation qui fait que les gens, soit ils sont rassurés de voir des infectiologues récompensés, parce qu'en gros, ça voudrait dire qu'ils ont fait un travail digne d'être récompensés, donc c'est une institution qui les récompense, ou alors c'est une provocation pour les gens qui ont compris, et le but, c'est de les mettre en colère. Puisque finalement, le but, c'est de créer une division, voire même des actes violents pour qu'il y ait un retour à l'ordre attendu par les gens. Vous parliez du reset tout à l'heure. Alors maintenant, c'est un concept qu'on voit beaucoup passer, hein, il y a encore quelques mois en arrière, on n'entendait pas parler. Puis alors, sans s'imaginer les années en arrière, personne n'en parlait. Le Great Reset, tout à l'heure, on évoquait ces mots-là, avec aussi ce concept de revenu universel, finalement, l'inversion, tout simplement, Oui. des normes, en fait, hein. Nous sommes les employés. En fait, à quoi serviraient les gens dans un monde où l'économie est complètement inversée, finalement, puisqu'on se retrouverait nous-mêmes employés de nos employeurs de base? À quoi serviraient finalement les gens? Parce que quand on emploie quelqu'un, c'est pour remplir un certain cahier des charges. Si on a besoin de quelqu'un pour aider à certains postes, alors à quoi serviraient les gens dans un monde où l'économie n'existe plus? Ça poserait d'énormes problèmes et ça justifierait peut-être une limitation de la vie.
En tous les cas, oui, on peut se poser la question. La question s'est posée à Rome, puisque quand on regarde l'histoire de l'économie romaine, les grands propriétaires terriens ont avalé les petits se sont retrouvés sans propriété, ils étaient romains, donc ils ne pouvaient pas être mis en esclavage, mais ils perdaient leur propriété, parce qu'effectivement, ils n'avaient pas pu rembourser leurs dettes, et ils allaient à Rome, et à Rome, il a bien fallu, comment dirais-je, occuper la foule des oisifs, et donc c'était Panem et Circenses, du pain et des cirques, les gladiateurs. Bah, c'est-à-dire que quand on est inactif, déjà, il y a beaucoup de gens qui vont développer des maladies. Hein. Je veux dire, on n'est pas fait pour être assis sur un canapé à regarder Netflix. Hein. Ensuite, ça poserait la question de l'utilité, de l'inutilité. Vous voyez, quand on réfléchit, il y a une marchandisation de la société. Vous voyez, c'est flagrant quand on regarde la façon dont on essaye de faire la promotion des vaccins. On utilise exactement les procédés publicitaires, les 6 clés de Roger Cialdini. La première clé, c'est le danger de l'engagement. On s'est engagé dans une voie, par exemple. Les gens, en tant que restaurateurs, on va aller un petit peu plus loin, ont déjà fait l'effort d'un premier confinement. Ils sont plus enclins à faire l'effort d'un deuxième confinement, voire d'un troisième confinement, parce que c'est cohérent. Vous voyez, en disant j'ai déjà fait un effort, je vais continuer à faire cet effort et creuser le même sillon que j'ai déjà mis en place. Ensuite, il y a la réciprocité, c'est-à-dire que si le gouvernement leur donne un revenu pour pallier au confinement, il faut aussi qu'ils renvoient la balle au gouvernement. Donc il y a une espèce de réciprocité. J'accepte de faire ce que tu me demandes parce que j'ai reçu de ta part un revenu. Après, il y a l'autorité. On a vu ça. Les autorités qui étaient des médecins qui passaient sur les plateaux, d'ailleurs, toutes spécialités confondues, il y avait plus de non-infectiologues que d'infectiologues, avec une inversion propre aux sociétés totalitaires, hein, comme le dit Hannah Arendt, c'est-à-dire c'est l'inversion des élites. On a un médecin généraliste qui a plus de poids qu'un Didier Raoult, qui est à la tête de l'IHU de Marseille et qui est un des 10 meilleurs infectiologues au monde. Donc, il n'y a plus vraiment d'autorité réelle, on peut dire, mais des autorités qui sont créées par la télé. En tous les cas, le corps médical est présent. Et puis après, on arrive là, il y a une troisième étape où il faut des vedettes qui viennent. Vous voyez, c'est le côté ludique. Donc, tout un tas de gens vont s'identifier à des vedettes qui vont nous dire c'est bien de te vacciner, je vais me faire vacciner. Après, évidemment, on a commencé déjà à le faire. Il y a la pénurie. Et il n'y en aura pas pour tout le monde. Et puis après, il y a la preuve sociale, puisque les êtres humains s'imitent les uns les autres et on est plus enclin à aller dans une direction s'il y a plus de gens qui ont pris cette direction. Et donc, on voit bien que la vaccination, c'est comme un produit qu'on voudrait lancer et on utilise les mêmes outils que le marketing. L'agrément, qui est la quatrième clé, va arriver. Et donc, on va voir tout un tas de gens, de show business. On a d'abord David Guetta, on a Paul McCartney qui est plus enclin que les autres artistes à la vaccination. Et donc, ils vont faire intervenir des gens qui ont un rôle important dans la vie intime des concitoyens, des gens qui seront des chanteurs, des acteurs, voilà, avec un procédé d'identification. Le but étant d'amener les gens à la preuve sociale, et on est passé par tout ça. Là, la troisième clé est passée, maintenant ça va être la clé des artistes. Et puis après, il y aura la pénurie, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ensuite, il y aura la preuve sociale. Alors, merci Philippe de nous amener sur ces repères du chemin, parce que là, vous venez de soulever, en fait, vous faites peut-être un peu de télépathie. J'avais envie de vous demander justement, durant cette émission, comment se fait-il que autant de personnalités connues, hein, vous parlez d'artistes, de musiciens, de chanteurs, etc., personne ne se positionne. Je n'ai pas entendu de point posé sur la table. Alors, on a entendu Jean-Marie Bigard certaines fois se positionner, mais c'est un peu le sol. Comment ça se fait? À quoi c'est lié selon vous? Je pense que c'est lié à la politique culturelle française, c'est-à-dire qu'il y a une peur de se manifester, de dire ce qu'on pense, parce qu'on a l'impression qu'on aurait des sanctions. Et donc, on a vu certains artistes comme Juliette Binoche qui ont dit, puis après, voilà, elle s'est retirée.
Elle a même été voir le pape après. Il y a plein d'artistes qui ont eu le courage de se manifester à un moment donné, mais ils se sont rendus compte que finalement, ils pouvaient être complètement boycottés. Donc, c'est la politique de la terreur. C'est la même chose dans un parti politique, hein. Si à un moment donné, on exprime ce qu'on a à dire, eh ben, on risque d'être mis sur une blacklist et c'est terminé. Donc, c'est la politique artistique en France qui fait la terreur, la pluie et le beau temps. Donc, je pense que beaucoup de gens, là aussi, croient que la culture reviendra comme avant, mais elle ne reviendra pas comme avant. Parce qu'on a bien compris, le but, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de nation française. Puisqu'on a en géopolitique une situation assez simple pour l'instant, on a les mondialistes qui considèrent qu'on doit dissoudre l'État-nation, et donc tous les éléments culturels de cet État-nation, ce qu'on appelle l'identité culturelle, c'est-à-dire l'art de la table, donc la restauration, c'est les théâtres, c'est la philosophie, c'est la littérature, voilà. C'est tout ce qui fait une nation au niveau culturel. Et la première chose qu'on voit quand on visite un pays, bah, c'est l'art de la table, hein. On mange différemment encore. Donc tout ça, ils en veulent plus. Alors, par rapport à ça, c'est vrai qu'on a parlé aussi dans des émissions précédentes du fameux State of the World Forum en 1995 qui s'était tenu à San Francisco. Et pendant cette conférence, ils en étaient arrivés, donc il y a eu plusieurs personnes, hein, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos en lien de celle-ci, que 80% des personnes dans le siècle à venir allaient être finalement inutiles d'une certaine façon sur le marché du travail. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des inutiles et des bouches à nourrir en trop et que finalement on a un revenu universel comment ça se passe une civilisation comme ça on se demande, hein, cette nouvelle économie du futur. Je pense que ça peut pas bien se passer parce que finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à partir du moment où on a accepté la notion d'objet jetable, on accepte aussi implicitement la notion d'homme jetable, d'homme et de femme jetables. Donc, je pense que dans une telle économie, il y aurait un discours sur l'utile et l'inutile. Et donc, on peut très bien envisager qu'on dise on ne peut pas vivre plus de 70 ans, par exemple. Ou qu'on limite la vie, parce que ça ne sera pas possible. Voilà, on voit bien que finalement le gouvernement profond a amené une surconsommation et après il reproche aux gens d'avoir surconsommé pour les faire culpabiliser. Finalement, l'algorithme, si je puis dire, est assez simple, hein, si on en fait le résumé. L'effet de fluide, il faut une action extérieure au groupe visant à jeter le trouble sur sa culture, ses traditions, créer des tensions dans le but de disloquer ce groupe à plus ou moins brève échéance. Donc il faut avoir au niveau des citoyens une succession d'affrontements, de divisions, de points de vue clivants. Et donc, on voit bien pro-masque, anti-masque, ceux qui veulent ouvrir, pas ouvrir, de façon à ce que l'individu soit positionné, ce qui est difficile, hein, et que effectivement, il échappe à tout un tas d'auto-censure, tel que celui de garder sa cohérence. Ensuite, à partir du moment où on a deux types de citoyens, il faut bien offrir à celui qui aurait été un grand Français, qui aurait accepté de se vacciner, des avantages que n'aura pas le non-vacciné, qui sera un petit peu comme un paria. Donc, on va fortement compliquer sa vie dans l'espoir qu'il sera amené à accepter les normes. Et puis, à un moment donné, ça sera la norme. Au bout de 2 générations, ça sera normal d'avoir toujours un masque, ça sera toujours normal de vivre une succession de confinements, ça sera normal d'être soumis au revenu universel et les gens auront oublié. Et la force des pays totalitaires, c'est l'oubli. Au bout de quelques générations, les jeunes générations, on ne peut pas leur en vouloir, n'ont pas connu ce que les anciennes générations avaient connu, donc ils ne peuvent même pas envisager que ça soit possible. Alors, effectivement, il n'y a pas besoin d'attendre 2 générations, Philippe, hein. On voit même après 10 mois, beaucoup de personnes ont déjà oublié des détails qui n'en sont pas, mais que peut-être déjà, il y a des traitements. Parce que là, on a tout bouclé l'économie, tout est fermé. On parle maintenant beaucoup de vaccins, mais les gens oublient que cette maladie se soigne pour l'immense majorité des cas sans souci, sans problème. Donc, comment on fait, voilà ma prochaine question, pour retrouver la mémoire, Philippe? Comment on fait pour les gens justement qui sont dans cette fuite en avant? Vous nous parliez de naviguer à vue, une société qui va de plus en plus vite pour qu'on n'ait plus le temps de se poser les questions. Alors,
comment une société peut arriver à freiner toute urgence, on va dire, hein, dans le délire collectif et se retrouver à tourner dans le bon sens? Il y a tout un travail d'information à faire, c'est ce qu'on propose à nos auditeurs. Premièrement, comprendre les mécanismes qui nous agissent, puisque moi-même, j'ai été soumis à de l'ingénierie sociale. Hein. Vous voyez, par exemple, le dernier point des cyclés de Cialdini. J'avais travaillé à l'UNESCO et à un moment donné, j'avais participé, c'est la première fois où je participais à un congrès contre la faim dans le monde. Et le dernier jour, il y avait un petit buffet, j'étais dans la queue, et je sais pas pourquoi, j'ai lancé comme phrase, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et là, j'ai vu les honorables conférenciers qui se sont précipités sur le buffet. J'aurais eu ma main, j'aurais été planté par une fourchette, parce que j'avais sorti, il n'y en aura pas pour tout le monde. Vous voyez, la notion de pénurie. D'ailleurs, vous avez vu qu'à un moment donné, on joue là-dessus, il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà. Et c'est connu, le fait il n'y en aura pas pour tout le monde, ça crée une espèce d'angoisse. Est-ce que moi, j'en aurais, quoi. Donc, une fois qu'on a compris, il faut vraiment analyser la situation logique et se dire comment moi je me positionne. Est-ce que moi, j'ai envie de voir ma culture disparaître, ma langue disparaître? Est-ce que j'ai envie d'être complètement assisté? Est-ce que c'est au plus profond de moi ce que je veux? Si la réponse est non, après, on proposera aux auditeurs des actions. Le plus important, c'est le positionnement. Je l'avais rappelé dans ma conférence, la phrase de Jean-Paul Sartre, on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation, parce qu'on devait choisir sa position. Est-ce qu'on était un collaborateur? Est-ce qu'on était un résistant faible, fort, moyen? Est-ce qu'on se voilait la face? En tous les cas, on pouvait pas ne pas se positionner, et ne pas se positionner, c'était déjà un positionnement. Donc, c'est un peu ça qu'on est en train de vivre. Alors, la théorie de l'engagement est très intéressante. Hein. Vous voyez, par exemple, on commence à dire, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la théorie de l'engagement, quelque chose qui parlera aux gens. La technique de l'étiquetage, par exemple, Brickman, Miller et Bolen, qui sont 3 psychosociologues, ont fait une expérience, c'est-à-dire on prend une classe et on dit il faut que l'enfant soit propre et ordonné. À un autre groupe, on dit l'enfant est propre et ordonné, et un troisième groupe, on dit rien. Après, on leur donne des bonbons avec des papiers et on regarde comment ils vont se comporter. Et si on a dit aux gens que l'essence d'un enfant, c'est d'être propre et ordonné, il y aura plus de propreté et les gens mettront ça dans la corbeille sans problème. Maintenant, on commence à dire que un enfant, c'est vacciner. C'est pas il faut vacciner un enfant, c'est un enfant égale vaccination. C'est implicite. C'est même son statut. Et les gens qui nous écoutent, c'est la logique qui, à mon avis, peut sauver le monde, parce que quand on voit que, par exemple, l'OMS a changé la définition de l'immunité de groupe, maintenant c'est le nombre de gens vaccinés, alors qu'avant c'était le nombre de gens qui s'étaient adaptés au virus, à peu près 50% de la population, de même qu'on a changé la définition de la pandémie, on voit bien que la pandémie était nécessaire pour écrouler l'économie. Avant, la définition d'une pandémie, c'était une infection avec un haut taux de mortalité dans les 4 coins du monde. Et on enlevait haut taux de mortalité, ce qui fait qu'une tourista peut être une pandémie. La grippe était une pandémie, puisque par définition, il y a des grippes un peu partout dans le monde, mais il n'y avait pas un taux de mortalité élevé. Donc on a réussi le tour de force à faire qu'avec un taux de mortalité assez faible, on puisse parler de pandémie. Donc la pandémie entraîne des mesures d'urgence sanitaire. L'urgence sanitaire entraîne, vous voyez, c'est la théorie du domino. Les dominos s'écroulent les uns après les autres, entraînant sur leur chemin des mesures. L'urgence sanitaire, il ne reste plus que l'état martial. Alors moi, je suis possibiliste. Hein. Je suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis possibiliste. Je pense que tout est possible. Je crois à la force du groupe. Je crois à la montée de conscience. Je crois que les gens de plus en plus comprennent. On est en train de vivre un grand réveil. Le grand reset, j'en suis persuadé, ne passera pas. Mais effectivement, il faut être lucide et sortir de cette espèce d'instantanéisme. On navigue à vue. Naviguer à vue, il y a beaucoup de gens, vous voyez, dans la stratégie du Ferré, on verra. Mais si on attend que la chose arrive, on verra les choses, mais on ne pourra plus agir dessus. Si moi, on me dit,
il y a un gars qui est au bout de la rue qui t'attend avec un fusil, est-ce que je vais y aller en disant on verra bien ou j'y vais pas? Donc forcément, si j'ai conscience qu'il y a quelqu'un qui pourrait éventuellement tirer avec un fusil, j'y vais pas. Et donc tout ça repose sur un postulat fondamental, c'est celui du gouvernement qui nous veut du bien. Donc le sentiment océanique, le sentiment paternaliste. Pourtant, si on lit Le Prince de Machiavel, Machiavel, dans son célèbre ouvrage, affirme que le prince, en tant que prince, n'est pas soumis à la légalité. Il n'est pas tenu à être, dit-il, ni pieux, ni bon, ni correct, ni respectueux de la loi, mais toutefois, il doit paraître ainsi pour sauvegarder la loi et la morale, les protéger, car elles sont le support de la société. Sans elles, il serait impossible de gouverner. Donc, il dit bien que on doit avoir un paraître qui n'est pas forcément l'être. Et si on veut gouverner et conserver la gouvernance longtemps, bah, il faut mieux ne pas être légal. Oui, ça serait trop simple, Philippe. On n'en serait pas là en train de faire nos émissions si tout avait tourné dans le bon sens depuis le départ. Alors, pour finir cette émission, j'aimerais vous demander, Philippe, selon vous, quelle est la marge de manœuvre de la population par rapport à ce futur? Est-ce qu'il est déjà écrit? Est-ce qu'il y a encore une marge de manœuvre dans cette on s'occupe de la pandémie, on verra pour l'économie plus tard? J'espère vraiment, vous qui nous écoutez, que vous arrivez à envisager cet écroulement économique quand même avec une motivation et pas qu'une angoisse qui arrive, parce que ce n'est pas le but de ces émissions, mais quand même de savoir, Philippe, selon vous, quelle est la marge de manœuvre, le libre arbitre finalement dans tout ça? Est-ce qu'il y en a? Je crois qu'il faudra faire une émission sur le temps et déconstruire notre croyance sur le temps. Je crois que le futur est plein de potentialités, que finalement, en rentrant dans la peur, on fait ce que les Américains appellent des prophéties auto-réalisées, c'est-à-dire on actualise les potentialités que le gouvernement profond veut voir s'incarner, et qu'il y a d'autres potentialités qui sont possibles. À partir de là, je crois que si on comprend qu'on aura des très bonnes potentialités en dehors de la peur, de la frustration, de la colère, de l'angoisse et du stress, c'est pas être, comment dirais-je, prime sautier, c'est vraiment une nécessité. Donc il y a vraiment il y a un travail à faire sur la croyance sur le temps qu'on pourra amener progressivement, mais comme j'avais dit, première étape, on essaye de voir qu'est-ce qui nous agit, qu'est-ce qui nous amène à nous auto-censurer, quelles sont les fables qu'on se raconte. Vous voyez, chaque historien vous dira que tous les pays ont le roman d'une histoire, c'est-à-dire tout le monde sait qu'on sait créer l'image de Gaulois réfractaires. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et donc on est en train de créer un roman actuellement, et comme tout roman, c'est une fiction. À nous d'écrire un autre roman, une autre fiction. Je crois à la puissance de la conscience, et je crois qu'il faut une information critique pour changer les choses. Donc à chaque fois qu'un individu s'allume et sort de sa zone de turbulence, de peur, de haine, eh ben, il devient pour l'autre un sémaphore et il jouera son rôle. Et c'est un peu le rôle des gens, après avoir compris ce qui se passe, c'est d'avoir une sorte de rectitude, ciseler ses émotions et ses pensées, de façon à être un moteur pour que d'autres potentialités viennent que celles qui nous sont proposées par le gouvernement profond. En tout cas, Philippe, vous nous disiez au début de cette vidéo que nous n'étions pas faits pour être dans le canapé à regarder Netflix. Je vous rejoins tout à fait là-dessus, les amis. En tout cas, sachez que j'ai toujours tendance à dire pour ma part que vous préférez être la personne qui regarde les histoires ou celle qui l'a fait. Et voilà, ça a toujours été depuis des années quelque chose que je dis aussi à ma fille également. Qui n'a pas de télévision et qui au début évidemment ne comprenait pas. Et je lui disais, écoute, tu préfères être celle qui regarde les dessins animés ou celle qui les fait et les imagine? Alors maintenant, elle a appris aussi, puis elle adore les créer elle-même. C'est vrai que je fais partie je rejoins vos rangs de possibilistes, Philippe. Et je me réjouis du 5e épisode et que vous pourrez retrouver, les amis, très prochainement, qui est un thème que j'adore parce que vous l'évoquez avec beaucoup d'humour aussi.
c'est s'adresser au public comme un enfant en bas âge. Et on fera le tour des points qui ont été effectivement lancés dans la nature depuis longtemps. Oui, et puis on essaiera de voir sur quelle structure de la personnalité le gouvernement s'appuie. Voilà, Oui. on verra ça la prochaine fois. On rentrera dans les arcanes de la structure humaine. Oui, en tout cas, les amis, vous avez compris. Ces vidéos, vous pouvez les voir et les revoir parce que certaines fois, il y a des personnes, vous savez, Philippe, qui m'écrivent en me disant « Ah bah, j'ai regardé la vidéo pour la 3e fois et j'ai soulevé des points que je n'avais pas encore réalisés. » Donc, ce sont des outils pour votre boîte à outils, vraiment. Vous avez tout pour bien faire et pour redémarrer, en tout cas cette année, avec de bonnes résolutions, c'est-à-dire comprendre votre cerveau avant qu'on le fasse pour vous. Merci Philippe pour votre présence. Merci à vous, Emma, pour l'espace d'expression libre Oui, que vous nous pour ce offrez. qui reste de la liberté d'expression, venez avec nous, les amis. En tout cas, vous pouvez télécharger cette vidéo, vous pouvez la reposter où vous le souhaitez. Et puis, pour retrouver Philippe à l'Unité du Savoir, vous avez tous les liens qui se trouvent en bas de cette vidéo. Partagez-la aussi si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Philippe, je vous dis à très vite. À très vite, et puis au plaisir d'une 5e émission. À très vite les amis, portez-vous bien et surtout, restez debout et commencez à vous positionner si ce n'est pas déjà fait. Au revoir.